Bonjour à tous, c'est reparti pour un épisode sur les traumatismes intergénérationnels. Dans cette partie, on va s'intéresser à l'expression des traumatismes intergénérationnels dans les relations romantiques. Ce qui est intéressant, c'est comment ces traumatismes intergénérationnels, à moins qu'on les amène à la pleine conscience et qu'on réalise les blocages qu'on a et les traumatismes qui courent dans notre histoire familiale, dans notre arbre généalogique, comment on risque de les retransmettre à nos enfants et comment ce cycle est enclenché par le choix de notre partenaire romantique. Le partenaire romantique que l'on choisit, notre vie de couple, en dit long sur nous-mêmes et sur l'estime personnelle qu'on a de nous-mêmes, selon ce qu'on va tolérer, selon la manière dont on va être capable aussi d'exprimer ses besoins dans la relation. Les traumatismes intergénérationnels sont des blessures émotionnelles transmises de génération en génération, donc il n'est pas rare de trouver un partenaire qui va aussi exhiber des comportements ressemblant soit à son père, soit à sa propre mère, parce que c'est une manière inconsciente pour notre enfant intérieur d'essayer de réparer une situation qui autrefois nous échappait. On est rarement en conflit réellement avec la personne, on est en conflit avec les traumatismes de notre enfance, les traumatismes de l'enfance aussi que la personne avec qui on est en couple a vécu, a subi, nos projections et l'esprit, donc on va parler plus tard de la dimension spirituelle des traumatismes intergénérationnels, mais l'esprit qui ronge nos racines familiales de génération en génération. Donc ça peut être l'esprit de l'infidélité, ça peut être l'esprit de la jalousie, ça peut être... Vous n'avez qu'à regarder les dynamiques dans vos relations et identifier le mot-clé, ce qui vous dérange, l'énergie, le comportement qui vous fait vous ressentir comme s'il y avait un manque de considération, comme si vous n'étiez pas vu, pas respecté. Et essayez de déterminer si cet esprit était déjà présent dans la famille où vous avez grandi et si peut-être vos grands-parents aussi ont été sujets et soumis et victimes de cet esprit, pour déjà le nommer, amener le problème, le faire traverser du niveau inconscient au niveau conscient en parlant des choses et en les nommant, et pouvoir mettre en place des stratégies et des systèmes pour transcender cet esprit et résoudre le problème à la racine. Choisir un partenaire, c'est avant tout une réflexion de soi. Nos partenaires sont souvent des miroirs de nos croyances profondes sur nous-mêmes. Si vous pensez que vous ne méritez pas quelqu'un de fidèle ou si vous pensez que c'est normal que votre partenaire vous rabaisse, quand la personne va commencer à exhiber ce genre de comportement, vous allez être moins enclin à réagir, moins enclin à les désigner pour ce qu'ils sont, parce que vous êtes déjà familier avec ce genre de comportement et il y a déjà un certain seuil de tolérance qui est instauré en vous, à tort, c'est quelque chose à changer, mais voilà, vous avez cette tolérance envers des choses qui ne sont pas tolérables, du fait que parfois, encore une fois, vos parents ont eux aussi toléré ce genre de comportement. Et donc, inconsciemment, depuis l'enfance, vous avez cette croyance à propos des relations, de ce que vous pensez que l'amour est, de cause à effet, de ce que vous avez le droit de mériter ou pas dans votre vie. Donc on tolère de nos relations ce qu'on a vu nos parents tolérer. Les enfants apprennent aussi souvent par le mimétisme. Et donc, quand vous avez des enfants et que vous tolérez ce genre de comportement, vous modelez aussi, un peu à l'instar de ce qu'ont fait vos parents avec vous, vous modelez pour vos enfants ce qu'est un schéma de relation sain, tolérable. Et vous leur donnez un avant-goût de ce que peuvent être les dynamiques de couple. De la même manière que vous avez pu être traumatisé par certaines disputes, certains comportements que vos parents exhibaient, parfois on perd ce recul en réalisant que quand les enfants sont là, toutes les scènes auxquelles ils assistent constituent des moments de leur enfance, les souvenirs qu'ils garderont de vous et sur l'image qu'ils garderont de vous. Donc c'est d'autant plus important de s'y atteler et de s'assurer qu'ils sont exposés à un modèle et à des exemples. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, l'autre personne, vous êtes en compétition avec vos traumatismes d'enfance, l'autre personne vient réveiller et révéler en vous des aspects de votre personnalité, parfois même qui étaient endormis.
vous réalisez que vous êtes capable de vous comporter d'une certaine façon dans une relation, tout comme parfois vous prenez conscience de qui est réellement la personne avec un peu plus de complexité pour vous, parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez avoir une image de la personne, vous pouvez projeter énormément de vos envies et de vos manques aussi. Vous pensez que cette personne va venir vous combler. On peut avoir tendance à rechercher leur validation, surtout si un de vos parents a été absent. Nos relations de couple peuvent devenir un miroir de ce manque et on peut placer l'autre sur une espèce de piédestal parce qu'encore une fois, ça vient donner un faux sentiment à notre enfant intérieur qu'on est en train de réparer le passé. Vous cherchez à l'extérieur de vous-même une énergie qui en fait joue contre nous d'une certaine manière. Quand la personne vous montre que son comportement a changé entre le début de la relation et le moment présent, il est important aussi que vous réajustiez le vôtre pour leur montrer que la manière dont vous vous comportez dans une relation où vous vous sentez respecté, vous ne fournirez pas la même énergie à quelqu'un vous manquant de considération. Ils peuvent pas bénéficier de vous comme si tout allait bien puisqu'il y a un problème. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin non plus qu'on valide comment vous vous sentez pour savoir qu'il y a un problème. Quand vous venez d'une famille dysfonctionnelle et que vos parents n'avaient pas l'habitude de valider vos émotions, mais plutôt une espèce de chantage affectif, ou alors vous culpabilisez. Tous ces jeux, on utilise vos émotions contre vous comme un levier afin que vous vous formatiez. Vous savez que vous n'êtes pas en train de vous battre l'un contre l'autre, mais tous les deux contre un problème. Mais quand vous avez grandi dans une famille dysfonctionnelle, déséquilibrée et où votre enfant intérieur n'a jamais été entendu, n'a jamais été validé, vous pouvez être tenté, toujours cette fameuse phrase que vous allez m'entendre dire, c'est comme les opposés et les deux ados, soit vous punissez désormais les autres en refusant aussi de valider leurs émotions quand vous faites quelque chose de mal, parce que c'est ce que vous avez vous-même subi et vous considérez que les autres aussi, il n'y a pas de raison qu'ils soient épargnés, ou alors, à l'inverse, comme vous avez énormément souffert de ce manque de validation, vous, ce que vous voulez, c'est absolument que les autres se sentent validés, au point d'en oublier de vous valider vous-même. Et vous êtes là à vous reposer sur un partenaire pour qu'il vous fournisse une énergie qui souvent ils sont même pas en capacité émotionnelle d'intégrer et de comprendre. Poser des attentes sur notre partenaire qui sont hors d'atteinte d'une certaine manière pour eux. Et c'est une demande de notre enfant intérieur que l'on connaît, on sait ce dont on aurait eu besoin en tant qu'enfant. Maintenant, c'est se donner la place pour l'admettre. Et l'admettre votre vie en tant que célibataire, si j'ose dire, et votre vie de couple aussi. Donner cette place à l'enfant que vous étiez, à la femme ou à l'homme que vous êtes devenu, qui a de nouvelles exigences, une nouvelle manière de se représenter. Vous n'êtes plus l'enfant que vous étiez, et désormais vous êtes capable de vous affirmer et de dire réellement ce qui vous convient et ce qui vous ne convient pas, sans faire semblant de faire des concessions quand réellement vous vous sentez comme si vous étiez en train de faire un sacrifice. Donc c'est important de ne plus prétendre. Quand vous étiez enfant, vous avez mis en place, comme on dit dans les premières parties, des stratégies pour faire comme s'il n'y avait pas de problème chez vous, souvent à surcompenser, à vouloir être l'enfant modèle, enfant parfait, quel que soit ce que ça veut dire, selon la famille, l'environnement dans lequel vous avez grandi. L'idée, c'est que vous vous êtes vraiment donné à fond, donné plus qu'il ne le fallait. Là, désormais, il est temps de rééquilibrer tout ça. Vous n'êtes plus un enfant, en fait. Vous n'êtes plus un enfant, vous êtes devenu un adulte et vous pouvez obtenir tout ce que vous méritez. C'est important de se le dire, ça paraît évident, mais il y a des gens, vraiment, on les a tellement privés en tant qu'enfant que désormais, en tant qu'adulte, il y a toutes ces carences affectives, carences émotionnelles. On parlait aussi de bagages et de casseroles dans les premières vidéos, qu'on se traîne parfois à travers une vie si on n'accepte pas de faire ce travail pour soi-même, et nos relations du coup en pâtissent. Mais ce sont des stratégies que l'on peut restructurer, rééquilibrer. Il y aura toujours de l'espoir, on peut toujours mieux faire les choses et on peut toujours mieux se présenter dans nos relations pour qu'elles deviennent enfin saines. C'est ça le but, c'est de ne pas avoir besoin de se performer, besoin de prétendre que vous êtes d'accord avec des choses alors que vous n'êtes pas d'accord. Désormais, on apprend à communiquer d'une manière qui sert sa relation et qui nous sert aussi nous-mêmes, indépendamment de l'autre, quoi. Donc, les vérités et les hontes dans les relations dysfonctionnelles causées par les traumatismes intergénérationnels. Donc, souvent, quand vous venez
souvent quand vous venez d'une famille dysfonctionnelle, on parlait dans les vidéos précédentes de cette histoire familiale qui transcende votre arbre généalogique, où vraiment c'est l'histoire familiale, l'histoire que vos parents, votre mère se racontent, l'image que votre famille veut prétendre être au vu du monde extérieur, quand même vous savez que c'est pas la réalité de votre famille, mais c'est un petit peu, voilà, le script qu'il présente. Donc quand vous avez grandi dans une famille dysfonctionnelle et que vos parents vous battent ou qu'il y a des abus, souvent ce qui se passe, c'est qu'on vous encourage à les taire. Et parfois même votre famille va aller prendre la défense de l'agresseur, quoi. Parce que pour eux, c'est une stratégie afin d'étouffer le conflit et on ne résout jamais vraiment le problème à sa racine, mais on demande aux gens de prétendre. Donc quand vous avez grandi dans une famille comme ça peut être très délicat d'apprendre à dire ce que vous ressentez, mais aussi à nommer les choses pour ce qu'elles sont, sans être submergé par un sentiment de honte et de culpabilité qu'on vous a jamais appris à réellement gérer. Donc vous pouvez être tenté, déjà de vous mentir à vous-même, de un, et ensuite quand vous avez des enfants, un petit peu à les entraîner dans ces tendances-là. On va mentir aux enfants sur la réalité de la relation familiale et inconsciemment, alors qu'on pense les protéger, on se dit on reste pour les enfants, on fait ça pour les enfants, on est en train d'inviter toute une série de comportements dysfonctionnels pour eux en leur présentant une version du couple qui en fait est déséquilibrée et on les invite pas à reconnaître ce qui est bon pour eux, ni à défendre leurs intérêts, mais plutôt à venir alimenter une relation, quand bien même codépendante, quand bien même, encore une fois, déséquilibrée, juste pour préserver une image. Donc, on rappelle que souvent dans les relations, surtout s'il y a de la violence et des abus et toutes sortes de débordements, les premiers à en souffrir, ce sont les enfants, puisque ils n'ont pas les outils, l'intelligence émotionnelle, ni même les facultés intellectuelles parfois pour comprendre réellement ce qui se passe et pour se représenter eux-mêmes. Donc, c'est aux parents, aux adultes, d'être la voix de la raison et de trancher. Je veux dire, à un moment donné, les enfants, ils veulent plein de choses. Peut-être que votre enfant veut se coucher à 1h du matin et manger de la glace toute la soirée, mais vous les laissez pas faire parce que c'est pas bon pour eux. De la même manière, si vos enfants sont exposés à toutes sortes de comportements dysfonctionnels, quand bien même vous pouvez vous raconter que c'est pour les enfants, le fait est que ce n'est pas bon pour eux et qu'il faut trouver une stratégie qui sera à votre dynamique familiale, parce que ça varie d'une personne à une autre, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'est pas tous dans la même situation, donc c'est quelque chose d'extraordinairement personnel et conditionnel, mais il faut quand même s'atteler au problème, parce que il va pas disparaître, il va sinon transcender de génération en génération pour venir renforcer ce cycle de la dysfonction et donc les traumatismes intergénérationnels. Ensuite, dans ces dynamiques où vous êtes donc dans la répétition des cycles, souvent votre partenaire, en fait votre relation, on peut la qualifier de trauma bonding. Donc c'est une expression en anglais ou en fait c'est en français lien traumatique. C'est une connexion émotionnelle, c'est très intense, ça peut presque être confondu avec de la passion. C'est développé avec quelqu'un dont les attentes peuvent sembler rationnelles dans un premier temps, mais rapidement on se rend compte que l'énergie sous-jacente de la relation, elle est toxique. On vous demande encore une fois, de sacrifier certaines de vos valeurs. On vous demande de faire des sacrifices plutôt que des concessions. On n'est pas nécessairement réceptif quant à vous, vos besoins. Mais en fait, finalement, c'est plus ou moins une relation à sens unique. Du moins, tout ce qui vous importerait n'est pas là, ou alors on vous en donne des miettes, on vous laisse espérer un changement. Mais fondamentalement, vous vous sentez exploité, puis soudainement considéré avec des phases de ce qu'on appelle love bombing, où la personne va soudainement vous être la personne que vous souhaiteriez qu'elle soit tous les jours finalement, puis ça va s'arrêter et on repart dans des cycles parfois de critiques où la personne va vous faire vous sentir dévalorisé d'une manière ou d'une autre. Alors dévalorisation, ça va pas toujours être en vous insultant, en vous disant t'es nul, t'y arriveras jamais. Parfois ça va être aussi en ne vous choisissant pas et en préférant sa famille, ses parents, ou alors ses groupes d'amis, ou alors sa carrière. Enfin, c'est juste cette notion de si cette personne devait choisir entre vous et quelqu'un d'autre ou un autre groupe lui fournissant un sentiment de validation, la personne va plutôt préférer cette source de validation en dépit
de ce qui ferait du bien à votre couple, en fait. Parce qu'on retourne sur cette histoire de déséquilibre avec l'enfance, où ça fournit à votre partenaire peut-être un faux sentiment de validation qu'on ne lui avait pas procuré quand il était enfant. Donc désormais, quand votre belle-mère, qui peut-être, parce qu'on est toujours sur les opposés dos à dos, donc soit vous avez par exemple une belle-mère qui était extraordinairement critique de votre partenaire et qui soudainement, les critiques en fait sont redirigées vers vous, votre partenaire se sent enfin protégé et enfin choisi. Ou alors, à l'inverse, vous pouvez avoir un partenaire qui a des comportements toxiques avec une belle-mère qui l'encourage dans ses comportements toxiques. Et pareil, ça va venir nourrir ce cycle de la dysfonction où votre partenaire a le sentiment que enfin on l'encourage, enfin on l'invite à être libre et finalement presque on vous met dans une situation où vous vous sentez comme un obstacle envers cette liberté alors que ce que vous voudriez c'est vraiment le bien de cette personne. Mais il y a toute une communauté se nourrissant de cycles dysfonctionnels et de traumatismes intergénérationnels qui viennent jouer contre vous puisque vous êtes un petit peu la seule personne faisant preuve de discernement et que ça vient déséquilibrer cet équilibre dysfonctionnel auquel parfois de génération en génération les gens se sont accoutumés. Donc c'est aussi à garder à l'esprit. Parfois on se remet en question, on se dit qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tu as pointé du doigt la dysfonction, tu as pointé du doigt une relation déséquilibrée parfois entre père-mère, mère-fille, enfin, ouais, vous faites le schéma selon votre situation, selon qui vous êtes. Vous avez vu ça et l'autre personne ne veut pas l'entendre parce que, bah, il y a des couches et des couches de travail aussi devant être effectuées pour retourner à la racine du problème, pour retourner à cet enfant intérieur qui a du mal à gérer toutes ses émotions et à qui on n'a jamais laissé la place de se développer complètement sur le plan émotionnel en fait. Donc vous gérez quelqu'un qui peut avoir des élans de maturité, puis quelqu'un qui retombe d'une certaine manière en enfance ou en adolescence selon l'itinéraire de leur vie, selon la période pendant laquelle ils ont subi le plus de traumatismes ou d'événements choquants. Mais voilà, vous pouvez être dans la vie de quelqu'un qui n'est pas totalement dans le présent avec vous, mais qui est encore en train de résoudre et essayer de combler des relations passées à travers sa relation avec vous et qui va vous utiliser un peu comme un bouclier émotionnel pour naviguer ces autres relations familiales. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi si c'est clair, sinon j'expliciterai. Ensuite, donc, certains signes de ces relations en trauma bonding, bah, vous excusez le mauvais comportement de l'autre. C'est-à-dire que les gens vous disent, mais tu te rends compte que c'est pas normal. Et voilà, il y a toujours une bonne raison. Je veux dire, c'est très bien de faire preuve d'empathie et de compassion. Et c'est fantastique de pouvoir se mettre à la place de l'autre et d'interpréter, même si l'autre ne le fait pas forcément, d'interpréter son comportement. Mais maintenant, vous n'êtes pas la mère ou le père de votre partenaire. Ils doivent aussi apprendre à s'exprimer pour eux-mêmes. Parfois, on projette des bonnes intentions sur les gens sans leur laisser le temps ni l'espace de nous prouver que c'est réellement sous-jacent à leur personnalité. Et on se retrouve déçu quand on réalise qu'en fait, on nourrissait un petit peu une histoire et un potentiel n'existant que dans notre esprit et que la personne en face de nous n'est pas le partenaire que l'on pensait. Les relations n'ont pas à être tragiques. Vous pouvez estimer qu'une personne n'est pas bonne pour vous sans que cette personne soit nécessairement narcissique ou déséquilibrée. Parfois, c'est juste des approches de la vie qui sont différentes, des valeurs qui sont différentes. Et c'est pour ça que quand vous savez que vous venez d'une famille avec des traumatismes intergénérationnels, vous devez être d'autant plus vigilant sur ce qu'est votre définition du bonheur. Si pendant des années, vos parents, vos grands-parents, votre entourage familial, les gens prennent des décisions à votre place, vous étouffent, vous harcèlent, vous menacent, enfin, vous font vous sentir de toutes sortes de façons. Quand vous prenez une décision de votre initiative, quand vous osez affirmer votre identité, ça peut être extrêmement délicat quand vous vous retrouvez dans une relation romantique, puisque en fait vous n'avez juste pas les codes pour apprendre à la naviguer correctement. Donc on peut avoir des sentiments de ne pas pouvoir quitter la relation malgré la douleur, on peut faire confiance excessivement en des promesses de changement qui ne se concrétisent jamais. Il faut se mettre d'accord sur ce qu'est le bonheur à vos yeux.
et ne pas vivre comme dans cet espace lorsque vous étiez plus jeune, où vous rêviez de pouvoir faire les choses différemment, vous rêviez que quelqu'un vous défende, vous rêviez que quelqu'un vous comprenne et que l'un de vos parents formule finalement ce dont vous avez besoin ou vous dise les mots dont vous avez besoin pour que vous vous sentiez vu, que vous vous sentiez en sécurité. Là, désormais, dans votre relation de couple, il est important que vous ayez cette identité déjà personnelle, bien avant de se soucier de se lier à une autre personne, savoir ce qui vous fait du bien, savoir ce qui est important à vos yeux. Et à partir du moment où vous avez déterminé que telle chose, telle personne avait une vraie valeur, une vraie importance dans votre vie, ne pas laisser l'excuse du couple venir vous détacher de ce qui en fait est important pour vous personnellement et singulièrement. Ce qui va faire la différence entre une concession et un sacrifice, c'est là où vous posez les limites et comment vous vous ressentez quand aux limites qui ont été posées. Donc, je vais prendre un exemple qui est un peu extrême, mais si pour vous, il n'y a pas de relation de couple à partir du moment où l'autre personne est infidèle et que la vision du couple, de la personne avec qui vous êtes, c'est de pouvoir coucher avec qui bon lui semble, comme bon lui semble, si vous vous laissez convaincre de ce mode de vie, en fait, vous êtes en train de faire un sacrifice parce que ça vient empiéter sur vos valeurs, ça vient alimenter en fait une dynamique qui vous éloigne du couple, alors que l'idée derrière les concessions, c'est que vous faites quelque chose qui vient cimenter les valeurs du couple ensemble. Vous voyez? Donc le sacrifice, c'est cette notion où j'ai le sentiment que je fais quelque chose que pour toi. C'est pour toi, moi j'y gagne rien, si ce n'est le fait que tu vas arrêter de me prendre la tête. Et encore, ça c'est gagner rien du tout ça dans une relation. Et je suis pas en train de vous culpabiliser, je suis juste en train de vous dire que quand vous vous sentez mal, votre ressenti c'est la première alerte et que les gens le voient, les gens savent quand ils sont en train de vous en demander plus que vous acceptiez de donner. Mais c'est toute l'importance d'avoir des limites. C'est le but du jeu, c'est une manière honnête de communiquer, non pas pour contrôler l'autre, mais pour dire ça, c'est ce dont j'ai besoin dans cette relation pour me sentir vue, pour me sentir considérée, pour me sentir respectée et pour que, à mes yeux, on ait une relation. Si t'as des comportements qui sortent de ce cadre-là, moi, comme on se dise au début de cette vidéo, j'ajusterai aussi mon comportement en conséquence parce que je peux pas te donner ce que je donne à quelqu'un que je considère respectueux si toi tu me traites de manière n'étant pas respectable. Et tout le monde est capable de comprendre ça. Maintenant, c'est une question de comment affirmer ça d'une manière où, encore une fois, vous vous sentez respecté et vous sentez que vous placez des limites qui sont correctes et qui vous dignes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être honnête avec soi-même. Ensuite, l'importance de la vulnérabilité émotionnelle, c'est un petit peu sur la même ligne des limites. Si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise avec quelqu'un pour lui dire quand tu fais ça, je me sens pas bien. En fait, ça veut dire qu'il y a un problème de vulnérabilité émotionnelle dans votre couple. Si vous avez peur de dire à la personne avec qui vous passez le plus de temps, ou du moins dans l'idéologie avec qui vous allez passer la plus grande partie de votre vie, si vous n'osez pas lui dire les choses parce que vous craignez sa réaction, on est quand même d'accord pour dire que c'est mauvais signe. Je veux dire, après, toute proportion gardée, mais dans l'ensemble, l'idée c'est que vous trouviez quelqu'un avec qui vous pouvez faire preuve de vulnérabilité émotionnelle sans avoir le sentiment que votre partenaire va utiliser cette sensibilité contre vous pour vous manipuler. Vos erreurs deviennent un petit peu des munitions et qu'à tout moment, en public comme en privé, ça peut être utilisé contre vous. Vous assurez aussi que quand vous présentez cette personne à d'autres gens dans votre entourage, est-ce que vous avez l'impression que cette personne est en fait comme dans une phase de manipulation, ils sont excessivement peut-être charmants, ils essayent de gagner l'approbation et les faveurs des personnes de votre entourage pour mieux ensuite venir salir votre image, mieux tourner les gens qui à la base faisaient partie de votre vie d'une certaine manière contre vous. Faut faire attention à tous ces jeux de pouvoir malsains qu'on peut parfois déceler. Il y a des signes énonciateurs, mais on ferme un petit peu les yeux parce qu'encore une fois, on est dans cette projection, on veut que notre couple fonctionne, on veut que ce soit la bonne personne et on décide de bypasser tous ces red flags qui en fait sont des signes que on n'est pas avec quelqu'un nous faisant nous sentir en sécurité. La sécurité, elle est sur tous les plans. C'est la sécurité physique, vous assurez que vous n'êtes pas avec quelqu'un qui va vous violenter. La sécurité financière, savoir si vous êtes sur la même page avec la personne,
qu'elle va pas dilapider vos économies, que vous vous sentez pas exploité, que vous n'avez pas l'impression que la personne est avec vous parce que vous êtes une carte bleue ambulante, mais parce que il y a quand même de l'amour pour qui vous êtes et non pas pour les choses que vous pouvez faire. Et aussi la sécurité émotionnelle. Vous assurez que vous êtes avec quelqu'un, non pas qui pourvoit à vos besoins matériels, mais qui derrière ne vous soutient pas, sur lequel vous ne pouvez pas vous reposer, quelqu'un qui ne va pas vous comprendre, quelqu'un qui va peut-être se sentir attaqué à chaque fois que vous exprimez vos sentiments parce que ils ont un travail à faire sur eux-mêmes, développer une forme de maturité émotionnelle, réguler leur enfant intérieur, savoir que c'est pas une attaque contre toi, mais c'est pour que notre couple fonctionne. Toutes ces choses devront être remises à leur place et toutes ces choses qu'on ne peut décider que pour soi-même. On sait ce qu'on attend d'une relation. Parfois, il faut revoir nos attentes en prenant en compte l'autre personne aussi, mais il faut avoir des deal breakers. C'est-à-dire, il ne faut pas nécessairement, surtout quand vous venez, encore une fois, d'une famille avec des traumatismes intergénérationnels, on peut être surfocalisé sur les qualités de quelqu'un. Et voilà, ça nous met un petit peu de la poudre aux yeux et on est ébloui et voilà. Mais il faut aussi avoir pour soi-même des lignes éditoriales et se dire, voilà, si cette ligne-là, elle est franchie, cette personne n'est pas pour moi. Ça, c'est pas le comportement de mon futur mari, ça, c'est pas le comportement de future femme. Savoir ce qu'on veut pour soi-même et avoir la confiance en soi que si c'est pas cette personne-là, ce sera quelqu'un d'autre. Et on n'a pas à sacrifier nos valeurs pour s'accommoder de la présence de quelqu'un. Quand on a des styles d'attachement anxieux, évitants, ça peut être extrêmement difficile parce que on est dans une relation qui est déséquilibrée, un peu comme le chat et la souris. Vous allez parfois voir des gens se sentir plus à l'aise dans des dynamiques toxiques parce que c'est encore une fois des schémas auxquels ils ont été habitués et que finalement quand ils sont dans une relation avec quelqu'un qui a réellement envie d'être en relation avec eux, bah ça crée cette atmosphère propice pour faire tomber le masque et faire preuve de vulnérabilité émotionnelle. Et parfois, ce sont des gens qui ont construit un tel mur qu'en fait, c'est tout simplement impossible. Et ces gens vont se mettre à fuir cette atmosphère parce que c'est une invitation à se découvrir, c'est une invitation à se révéler. Et ce sont des gens qui sont habitués à prétendre que tout va bien, prétendre qu'ils sont comblés, c'est des jeux d'apparence. Et donc, quand vous allez faire preuve de sentiments qui sont sincères, c'est un petit peu trop pour cette personne-là. Ou alors, ça va un peu trop vite pour eux. Parce que, encore une fois, c'est pas des dynamiques saines auxquelles ils sont habitués. Et vous pouvez vous retrouver, même si vous étiez à la base quelqu'un, entre guillemets, avec des relations relativement saines, combien même la famille dont vous venez, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez fait des thérapies, vous essayez d'élever votre niveau de conscience, si j'ose dire, vous pouvez quand même vous retrouver à exhiber des comportements qui sont anxieux, de par le fait que quand vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est une énergie, voilà, vous liez vos deux énergies, et si vous faites ça avec la bonne personne, votre énergie est décuplée, vous avez maintenant la force de deux personnes, vous êtes deux esprits pour résoudre un problème, donc c'est censé être une force qui vous porte. Mais si vous êtes en couple avec quelqu'un n'ayant pas le même niveau d'intelligence émotionnelle, ou une forme d'immaturité, que ce soit dû à leurs blessures intérieures, que ce soit dû à leur enfance, que ce soit dû parfois à un manque de volonté personnelle, à un manque de conscience personnelle aussi. En fait, vous vous retrouvez un petit peu à traîner la relation, vous pouvez voir le potentiel de cette personne et laisser un petit peu ça vous porter dans la vie de tous les jours, vous pouvez trouver des excuses à cette personne-là, et finalement, le travail que la personne refuse de faire, vous allez vous retrouver dans une dynamique où vous allez essayer, encore une fois, de compenser quelque chose pour maintenir l'image d'une relation ou l'image de relation que vous avez dans votre esprit, alors que c'est un peu comme remplir un seau avec un trou, quoi. Toute cette énergie, ultimement, elle fuite. Parce que la personne à qui vous parlez n'a pas encore les capacités émotionnelles pour contenir cette énergie-là. Ils sont encore dans un travail de résolution de leur enfant intérieur. Parfois, vous rencontrez quelqu'un et vous pouvez vous accorder, vous pouvez correspondre, d'où cette idée d'intelligence émotionnelle et de vulnérabilité. C'est quelqu'un, vous pouvez vous aider l'un l'autre à vous extirper des schémas toxiques,
Mais si vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau de conscience que vous, ça va être extrêmement difficile parce que vous êtes en train d'essayer d'attirer à son attention quelque chose que vous voyez déjà. Mais cette personne, ça lui échappe, ça fait partie du décor, ça fait partie de l'histoire familiale que ces personnes-là se racontent et que donc elle est déjà en train, dans un cycle de répétition. Et vous arrivez un petit peu en mode, je vais interrompre tout ça, on va pas dans la bonne direction. Pour cette personne, c'est très difficile à comprendre parce que personne n'aime se sentir critiqué. Et que ils ont trouvé, à travers des stratégies d'enfants mises en place inconsciemment, ils ont trouvé un moyen de naviguer dans ce schéma-là. Donc quand vous arrivez, vous dites, là il y a un problème, on peut pas fonctionner comme ça en tant que couple, ça demande un recul extraordinaire sur soi-même et ça demande un niveau de conscience que tout le monde n'a pas, de dire oui c'est vrai et oui je dois changer. Donc c'est aussi à garder à l'esprit. Est-ce que vous avez envie de passer toute une vie avec un partenaire auprès duquel vous devez vous traduire pour qu'il puisse vous comprendre, ou est-ce que vous voulez trouver quelqu'un avec qui vous pouvez réellement correspondre et donc échanger, parce qu'il y a déjà des fondements et des fondations en commun. Donc il y a quelques questions que vous pouvez vous poser pour savoir un petit peu la nature de votre relation et déterminer si vous êtes en train de reproduire des traumatismes intergénérationnels et des cycles de traumatismes familiaux intergénérationnels. Si vous perdiez tout demain, est-ce que cette personne resterait à vos côtés? Donc, est-ce que vous êtes en train de nourrir une relation où on parlait tout à l'heure des besoins, que ce soit émotionnels, financiers, matériels? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui, finalement, n'est là que pour une seule des sphères de votre vie, ou est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui embrasse et englobe l'intégralité de votre existence? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui est avec vous pour des raisons purement financières, matérielles et raisons existentielles, ou est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui vous aime profondément, en fait, d'un amour qui est, lui, inconditionnel? Si vous avez un enfant et que votre enfant donc vient à grandir et trouve un partenaire exhibant le même caractère, les mêmes traits de personnalité que votre partenaire, est-ce que vous allez encourager cette relation ou est-ce que vous allez mettre en garde votre enfant? Donc si, je sais pas, votre mari vous trompe et que vous avez une fille et que votre fille, en grandissant, devait se retrouver dans une relation similaire, est-ce que vous allez considérer que vous avez fait du bon boulot en tant que parent, ou est-ce que vous considérez que vous n'avez pas nécessairement contribué au meilleur exemple possible pour ce qui est une relation saine? Ensuite, est-ce que je me vois avec cette personne dans 10 ans, même si elle ne change jamais? C'est une vraie question. Est-ce que on aime la personne telle qu'elle se présente avec voilà son lot d'incertitudes, ses doutes aussi, ses défauts, c'est pas le sujet, mais est-ce qu'on aime ce que la personne représente concrètement, ou est-ce qu'on vit un petit peu dans un rêve de ce que cette personne, le potentiel de cette personne propose? Et si cela ne devait jamais se révéler, est-ce qu'on saurait quand même... Il faut savoir que quand on accepte quelqu'un, on accepte cette personne, on accepte donc sa famille, on accepte aussi son histoire familiale. Dans l'idéal, vous voulez avoir aussi une bonne relation avec la famille de cette personne, avec l'entourage de cette personne. Et donc, voir, quand vous passez du temps avec la famille de cette personne, est-ce qu'il y a des traits de personnalité, des caractéristiques avec lesquelles vous êtes d'accord? Est-ce que si demain vous avez des enfants, vous vous sentiriez à l'aise à l'idée que vos enfants passent du temps seuls avec ces gens-là, que vos enfants soient soumis à leurs influences, que vos enfants intègrent et acceptent leur histoire familiale? Est-ce que c'est des dynamiques avec lesquelles vous êtes à l'aise, ou est-ce que c'est l'angoisse, l'idée de penser que vos enfants pourraient se retrouver dans un tel environnement sans vous? Parce que aussi on adore se penser éternel. Et si demain vous aviez des enfants et que il devait vous arriver quelque chose, est-ce que voilà, vous êtes à l'aise avec l'entourage de votre partenaire, ou est-ce que vous avez le sentiment que vous devez constamment être présent pour réguler les énergies, vous assurer que tout se passe bien, vous assurer qu'il n'y a pas de débordement, vous assurer que, vous voyez, donc se dire les choses en fait, parce que ça peut être des questions un petit peu délicates de se poser en amont, mais c'est encore plus difficile de se les poser quand vous êtes déjà enrôlé dans l'énergie d'une personne et que vous avez déjà offert des années de votre vie à quelqu'un et que soudainement, vous vous rendez compte qu'il y a des dissonances entre ce dont vous avez besoin. Il ne s'agit pas de caprice, il s'agit de votre sécurité, il s'agit de votre vie, il s'agit de oui, comment vous allez terminer vos jours, et votre partenaire va influencer
toutes vos énergies, va influencer toutes vos décisions potentiellement. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère et se poser ces questions en se disant peut-être que je vais me séparer d'une relation et que j'hésite un petit peu. C'est toujours mieux de couper les frais maintenant que de continuer encore une décennie ou 20 ans ou 30 ans ou 50 ans en perpétuant un cycle qui nous asphyxie en fait. Les solutions pour prendre le pouvoir, déjà, reconnaître les schémas de traumatisme, accepter qu'ils existent, ne pas prétendre, ça peut être très tentant de prétendre qu'on est d'accord avec des comportements qui en fait nous dérangent. Donc poser des limites pour soi-même, ça veut pas dire aller harceler l'autre personne. Parfois ça veut dire prendre le temps pour soi, de son côté à un instant, pour vraiment savoir ce qu'il en est qu'on veut et ce qu'on ne veut plus aussi. Rechercher éventuellement une thérapie qui est spécialisée avec un réseau de soutien, donc vous vous entourez de personnes capables de vous épauler, vous fournissant de bons conseils. C'est pas juste des gens qui vont vous valider en disant oui, la personne avec qui t'as un problème, ou l'inverse, vous faire croire que vous avez un problème et que vous devriez tolérer des choses que vous n'avez pas l'intention de tolérer, mais du coup il y a toutes ces énergies contradictoires qui vous font douter de choses qui en réalité sont déjà pour vous des certitudes, mais que vous maintenez un petit peu comme ça en suspension dans l'espoir que quelqu'un vienne vous valider et que voilà, ça débloque cette énergie. Parfois, aller chercher cette énergie en dehors de cercles que vous connaissez, en dehors de votre famille, en dehors de vos amis, mais auprès d'une source neutre comme un thérapeute en thérapie, ça peut vraiment changer votre vie pour le meilleur. Donc, je vous recommanderais ça. Ensuite, développer des stratégies d'adaptation. L'autocompassion en est une, donc beaucoup de compassion envers soi-même, la compassion que vous offrez à votre partenaire, la rediriger un petit peu pour vous. Vous demandez pourquoi vous tolérez certains comportements, vous demandez si c'est l'expression de certains traumatismes. Par exemple, si vous êtes une jeune femme et que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, mais qui paye vos factures, et donc vous vous dites, voilà, je vais tolérer, je suis dans une optique où dans mon esprit, je trouverai pas mieux ailleurs, ça c'est signe d'un traumatisme de la pauvreté. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous-même pour faire preuve de cette indépendance financière, pour obtenir ce que vous méritez, et vous pensez que vous devez vous cacher derrière quelqu'un et vous rabaisser et vous désestimer en fait pour obtenir une certaine valeur. Et ensuite prétendre, voilà, un jeu d'apparence, le couple parfait, alors que fondamentalement, ce que vous essayez de faire, c'est combler un vide et réparer cette blessure et ce traumatisme de la pauvreté, mais en venant, en fait, créer d'autres failles émotionnelles beaucoup plus profondes où vous perdez totalement le sens de la valeur de soi au profit de biens matériels. Donc, ça va varier d'une personne à une autre, mais se demander la raison derrière nos comportements et la raison derrière notre choix de partenaire et pourquoi on tolère des choses qui ne sont pas tolérables et qui nous font nous sentir honteux, en fait. Tous ces sentiments, la honte, la colère, la culpabilité, sont des émotions messagères. Ce sont des émotions qui ne... C'est pas l'émotion en elle-même, ce sont des émotions un petit peu cadeaux, quoi. Il faut les ouvrir, il faut découvrir ce qui se cache derrière. Et parfois, on accepte des choses parce que, voilà, ça vient masquer une honte, ça vient masquer un sentiment de culpabilité, ça vient masquer une colère, et retourner à la racine de ça pour se sortir du cycle est absolument indispensable. Enfin, là, dernièrement, donc ça va être l'éducation et la communication, s'éduquer sur les traumatismes, comme là on disait le traumatisme, blessure de la pauvreté, mais je veux dire, selon votre histoire familiale, ça peut être plein de choses. Vous pouvez avoir été abandonné, vous pouvez avoir une blessure de l'abandon, une blessure de la négligence, blessure de la trahison. Donc, on parlait dans les autres vidéos de cette histoire familiale, voir un petit peu l'histoire familiale, les blessures familiales qui courent de génération en génération, analyser un peu l'histoire que vos parents ont infusée, les messages qui vous ont servi durant toute votre enfance, votre adolescence, et que vous avez intégrés, les histoires avec lesquelles vous n'êtes plus d'accord, et qui peuvent donc masquer des failles et des traumatismes, pour encore une fois en revenir à la source, les nommer. C'est pas pour blâmer les gens, c'est pas pour commencer une guerre, mais c'est pour faire preuve de discernement, remettre les choses dans les bonnes dimensions. Parfois aussi, qu'on parle de quelque chose, on se rend compte que
parfois c'est moins grave que ce qu'on pensait, ou alors on va en parler, ou au contraire on va réaliser que il est temps de prendre une décision, parce que c'est un autre niveau de conscience de parvenir à nommer les problèmes, et c'est un autre niveau aussi d'intelligence émotionnelle et d'honnêteté intellectuelle que de dire les choses telles qu'elles sont. Donc apprendre à communiquer avec le respect et apprendre à ne plus avoir honte de ses besoins et de ses attentes. Ça, c'est vraiment indispensable pour briser le cycle des traumatismes intergénérationnels et remettre les choses à leur place, et que enfin notre âme occupe l'espace qu'elle mérite d'occuper au sein de notre famille, au sein de nos relations familiales, et pour que nos enfants puissent aussi en bénéficier dans le futur. Donc voilà, les traumatismes intergénérationnels peuvent sembler complexes, parfois ils le sont, mais avec reconnaissance, avec éducation, avec des stratégies d'action, on peut briser ces cycles et on peut construire des relations qui sont saines. Chaque pas vers la guérison contribue à votre bien-être, mais aussi à celui des générations futures. Donc, tout le travail que vous mettez en place est toujours positif, même si vous n'en voyez pas tout de suite les bienfaits. Ce sont comme ces graines de bonheur que vous avez plantées, et que à chaque fois que vous faites un pas de plus vers la compréhension, pour vous réajuster, pour vous améliorer, pour mieux comprendre, pour mieux vous accepter et mieux donc accepter les autres, tout le monde en bénéficie. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez avec des gens avec qui ça pourrait être utile. Et puis, prenez soin de vous. Au revoir.